Le point commun, c'est je ne sais pas comment ça se passe, je me retrouve à être dans le flou total et je commence à exercer en apprenant sur le terrain. Et je pense que c'est la même chose. D'abord, on est concentré sur l'exercice dans le privé, mais Shafiqa, qui vient du public et qui travaille dans le public, pourra nous confirmer que c'est vraiment la même chose. Et donc, dans cette responsabilité sociale que nous portons tous à cœur et que nous voulons faire bénéficier notre système de santé, l'idée, c'est de créer un lien entre les académies, les jeunes étudiants et les généralistes en exercice avant de pouvoir sortir de la fac et ne plus avoir accès aux académies. Et dans ce sens, je donne la parole à Madame Sbani. Donc voilà, vous avez peut-être écouté en totalité ou en partie des témoignages très hésitants, très imparfaits, très différents à la fois, mais très similaires dans le doute et la recherche de comment compléter cette formation. Donc, je sais que vous êtes la plus généraliste des académiciennes, donc c'est pour ça qu'on vous sollicite aussi souvent que ça et je vous remercie pour votre temps. Voilà, à Merci. vous. Alors, merci. Tout d'abord, je vous remercie énormément, Dr. Malimi et le groupe VUPS pour l'invitation. Une invitation qui est toujours la bienvenue quand il s'agit des médecins généralistes et de la pratique en première ligne, qu'elle soit en privé ou en public. C'est la même chose pour nous et les témoignages des différents médecins, des différents jeunes médecins, différents lauréats de faculté de médecine, donc ils nous donnent un petit peu l'aperçu justement sur le gap qui existe entre la formation initiale qui se fait en troisième niveau, et qui se fait dans les CHU, et la pratique par la suite. Que ce soit la pratique en première ligne et même des fois la pratique de spécialité dans un cabinet privé par la suite. Je pense qu'il y a des points communs. Donc, mais on va se concentrer sur le médecin généraliste au Maroc. Alors, moi, je partage entièrement les constats qui sont rapportés là par les collègues. Je pense que ce sont des constats qui sont verbalisés et qui ne sont pas unanimes aux médecins ici présents, mais c'est des constats qui peuvent être retrouvés par les différents témoignages si on a élargi un petit peu l'échantillon et qui justement dernièrement les académiciens, les enseignants, les doyens, les différentes facultés, ils le disent de façon plus, je dirais, franche, que voilà, nous avons une responsabilité à changer ce constat-là, parce que justement, on se rend compte qu'au Maroc, il faut changer la formation, il faut changer l'orientation médicale pour qu'elle soit beaucoup plus adaptée aux besoins par la suite de la société, notamment pour répondre à la responsabilité sociale, puisque nous avons cette lourde responsabilité de former des gens qui puissent répondre aux besoins actuels de la population marocaine, mais aussi nous avons la responsabilité envers nos lauréats, puisqu'il faut les préparer au terrain. Et donc, quand il passe 5 ans, 6 ans entre les murs d'un CHU pour voir les pathologies lourdes, pour voir comment on fait la chirurgie d'une pathologie X ou Y, ben justement, on ne va pas le préparer pour faire une consultation toute simple devant, par exemple, un enfant qui présente une éruption cutanée. Donc là, c'est vraiment des décalages qui sont flagrants. Et c'est pour cette raison, vous le connaissez aussi et vous avez pris part à plusieurs interventions où j'ai présenté le projet de médecine de famille. Donc là, avec la réforme des études médicales, c'est une reconnaissance envers la médecine générale au niveau des politiques nationales. Donc la réforme actuelle, c'est une réforme qui concerne non seulement la formation, mais la refonte du système de façon générale, la refonte du système pour l'orienter vers la première ligne. Et dans le cadre de cette réforme, nous, au sein des facultés, nous avons cette réflexion entamée depuis quelques années, mais je parlerai au nom de ma faculté que je connais le plus. Nous avons décidé de finalement ne pas attendre les lois, ne pas attendre les décisions pour créer la spécialité médecine générale comme ce qui se passe à l'international médecine de famille, mais de commencer à confronter beaucoup plus la première ligne durant la formation initiale chez nos étudiants par l'introduction de ce passage en première ligne dans le cursus médical, non pas en sixième, cinquième, septième année, mais aussi durant la cinquième année cette année. Donc, on a un passage en première ligne en cinquième année, et puis ça va être introduit au fur et à mesure dans les autres années d'études pour justement préparer le médecin pour ces compétences-là. Alors, parlons des compétences, je partage complètement les points relatifs à ce flou. C'est comme si on a pris notre bac entre les mains. Je peux faire cette assimilation. Quand on a le bac entre les mains, ben, on a un problème d'il au jeu. Donc, c'est la même chose
lorsqu'on est médecin 7 ans après, donc on ne sait pas ce qu'on va faire, sauf si on a échappé à ce flou-là en intégrant l'internat avant. Donc là, on a tracé notre voie vers la spécialité automatiquement, chose qui n'est pas, c'est pas automatique. Je pense que c'est aussi l'image qui a été donnée à la spécialité face à la médecine générale qui fait que beaucoup ils souhaitent intégrer la spécialisation à un âge précoce à travers les concours d'internat, ben sinon, on va exercer dans le public. Peut-être ça va expliquer le pourcentage qui existe dans le secteur public de médecins généralistes plus que le privé, c'est qu'on va exercer dans le public en attendant qu'il y ait un concours de résidence qui s'ouvre. Donc, c'est une passerelle pour ne pas perdre le temps, justement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire en médecine générale privée et on ne veut pas aller vers la médecine générale de façon globale. Donc, on va exercer dans le public en attendant qu'il y ait un poste de résident et puis on va faire on va tourner vers la spécialité. Et c'est dommage parce qu'on voit vraiment qu'il y a des gens qui exercent pendant 3-4 ans et puis ils vont rejoindre par la suite la spécialité, alors qu'ils auraient pu développer un goût particulier à la médecine générale au lieu de rester attachés à l'idée que la spécialité est la meilleure. Donc, je parlerai de ces compétences. Donc, je suis complètement d'accord quand les collègues ils soulèvent le problème de non-préparation à la gestion d'un cabinet parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Gérer une équipe, donc, il y a des expériences, je dirais, qui sont personnelles, qui sont par équipe de formateurs qui vont essayer d'imbiber cette culture de gestion, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas noté dans un référentiel de compétences que voilà, le médecin généraliste marocain actuellement, il doit savoir gérer des réunions, collaborer, etc. On se concentre sur l'expertise clinique. Il y a beaucoup de médecins donc, qui vont apprendre la pathologie, la conduite à tenir chirurgicale, médicale et un peu de la prévention avec quelques l'immunisation, quelques programmes. Cette vision globale holistique, on l'a perdue au fil des années, alors qu'à la base, c'est la base de la médecine. Si on se rappelle, si on fait un petit peu notre miroir, notre rétroviseur vers l'arrière, ben nous, on était soignés par des médecins généralistes au départ. Donc, ce sont le médecin de famille. Il y a un médecin auquel la maman, la grand-mère, tout le monde est fait confiance. Et c'est la référence pour la communauté locale. Et au fil des années, il y a eu une rupture, je dirais, culturelle même. Même la population maintenant, un médecin généraliste, non, il faut aller voir vers le spécialiste. Donc là, c'est un tout en fait, il y a tout un mélange entre l'image qui a changé, entre la façon dont on a formé, entre les modèles par lesquels on était imprégné, je dirais des modèles plutôt européens. On est resté longtemps concentré sur la spécialisation, sur le travail en silo par organe. Donc, on va soigner la tête, c'est les neurologues, les neurochirurgiens, on va soigner les yeux, c'est l'ophtalmologue. Mais cette vision globale du patient en totalité, on l'a perdu avec les années. Et maintenant, on se rend compte que finalement, c'est très important parce que le cursus initial, c'est un cursus de médecine générale. Ce n'est pas un cursus de spécialité. Il faut être clair par rapport à ça. Lorsque les étudiants ils passent de la première jusqu'à la 7e année, on leur dit, moi personnellement, parce que, comme vous le dites, je suis l'ami des généralistes parmi les spécialistes, je leur dis, écoutez, jusqu'à présent, vous êtes médecin généraliste. On vous forme pour être médecin généraliste. Donc, il faut oublier la spécialité pour le moment. Si vous souhaitez faire la spécialité, vous avez le droit et c'est légitime, mais concentrez-vous sur les objectifs d'un médecin généraliste parce que sinon, vous allez rater votre rôle pour lequel vous êtes formé pendant 7 ans. Et donc, à Marrakech, par exemple, nous avons introduit beaucoup de changements dans le cursus de formation pour qu'il y ait, en 6e année, par exemple, toute l'année, il y a des séminaires qu'on appelle séminaires de médecine famille. Je pense que c'est le cas aussi dans plusieurs autres facultés où les étudiants ils vont apprendre d'autres choses. Donc, il y aurait des simulations, des ateliers, des arcs, des séances de raisonnement clinique autour de situations qui ne sont pas cliniques. Par exemple, la situation de communication, comment annoncer une mauvaise nouvelle, comment communiquer avec la famille, d'autres compétences. Alors, par rapport à la gestion proprement dite d'un cabinet ou d'un centre de santé, ça, c'est l'actualité. Il y a des nouveautés, il y a des surprises dans le programme de formation à Marrakech, donc je ne pourrais pas tout dire, malheureusement, parce que c'est un projet en cours, mais il y a tout un projet actuellement pour faire des passages
d'étudiants pour leur apprendre à gérer un cabinet médical. Donc, un cabinet médical ou un centre de santé. Et donc, on essaie d'innover, sachant que je pense que la baguette magique, ça va venir avec une loi, avec une législation marocaine qui va instaurer la médecine générale comme spécialité. Donc là, les choses vont être beaucoup plus facilitées vis-à-vis de la population, vis-à-vis du circuit du patient, vis-à-vis de la prise de rendez-vous pour les collègues qui existent en public et vis-à-vis de compétences autres que l'expertise clinique, notamment la gestion du cabinet, la gestion des relations intérieures, extérieures, la comptabilité, l'économie de la santé, plusieurs autres compétences qu'il faut développer auprès de nos médecins généralistes pour les préparer à leur terrain. Merci beaucoup, professeur Sbani. Donc, comme vous dites, effectivement, c'est les lois qui font changer les choses, mais en attendant que les lois soient là, des initiatives aussi innovantes que ce que fait la faculté de Marrakech ou la faculté de Fès peuvent préparer le terrain ou accompagner mieux les futurs lauréats. C'est vraiment dans ce sens qu'on réfléchit tous ensemble. Et l'idée, c'est de pouvoir, à mon sens, et dans ce que l'initiative VUPS essaye de mettre en place, c'est vraiment déjà, comme première étape, créer le lien pour que académiciens, praticiens de terrain et étudiants puissent avoir une vision plus ou moins rapprochée de la réalité et pouvoir intégrer des modules au fur et à mesure, en attendant les lois, comme vous dites. Merci beaucoup, professeur Sibane. Merci à vous. Merci. Merci. Professeur Skli, la grosse et lourde responsabilité des académiciens à accompagner tous ces changements. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est très riche. Écouter les expériences des autres, c'est toujours très important pour pouvoir adapter la formation qu'on propose, puisque notre rôle, c'est d'apporter une formation qui soit adaptée aux besoins, et ce n'est pas forcément le cas, on le sait, mais c'est notre devoir de changer les choses en fonction des besoins. J'ai eu, il y a 2 semaines ou 3, la chance d'être dans un congrès de médecine générale, et avec beaucoup de discussions tout au long du congrès, avec beaucoup de collègues, avec des discussions similaires à celles d'aujourd'hui. Et il en ressort qu'il y a des spécificités de chaque profil, mais il y a des besoins communs qui ne sont pas comblés par tout ce qu'on propose à la faculté. À la faculté, il faut savoir qu'on n'a pas la liberté absolue d'apporter ce qu'on veut. Il y a un cursus qui doit répondre à la réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques depuis 6-7 ans maintenant, qui a eu le mérite d'introduire des éléments nouveaux, notamment en termes de soft skills, de comportement, de langue, etc. Donc, des choses qui étaient complètement occultées jusqu'à cette réforme. Mais on reste sur notre faim pour d'autres aspects que les médecins et les futurs médecins expriment clairement et pour lesquels il fallait des solutions. Donc, dans le cadre de l'autonomie pédagogique de chaque faculté, chacun propose des solutions. Et donc, je vais parler brièvement de ce que propose la faculté de médecine de Fès. Mais avant de le faire, je voulais ne pas oublier de souligner que la frustration à l'issue de la formation n'est pas forcément le reflet d'une mauvaise formation. J'ai beaucoup d'amis ingénieurs qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur et en confrontant le terrain en tant qu'ingénieur, me disaient oui, j'ai fait mes études, j'ai excellé dans mes études d'ingénieur, mais la réalité du terrain est tout autre. Et donc, cet exemple-là, on peut le reproduire partout. Mais ce n'est pas une raison pour se dédouaner de nos responsabilités. Et c'est pour ça que je vais vous parler rapidement des propositions. Donc, nous avons pendant 5 ans commencé par proposer quelque chose qui s'appelait les formations complémentaires optionnelles. C'est-à-dire qu'on a profité de certaines périodes libres en fin d'année, lorsque beaucoup d'étudiants qui ont eu toutes leurs matières du premier coup avaient des semaines de libre, en attendant que les deuxièmes sessions se passent pour les autres, pour proposer de formations complémentaires optionnelles. Et la liste a été établie en concert avec les représentants des étudiants, avec quelques amis médecins généralistes et avec la commission pédagogique de la faculté. Et comme ça, on a eu des formations ouvertes à des groupes de 40 étudiants de différents niveaux. Il n'y avait pas de limite d'années. Et donc, ça permettait d'avoir
dans un même groupe des étudiants de différents niveaux et pour discuter de la thématique qui intéressait tout le monde. Et chacun choisissait les thèmes qui l'intéressaient. C'était une expérience pour moi très importante, réussie sur plusieurs niveaux, mais qui avait notamment en termes d'implication, de motivation, on avait des gens qui voulaient apprendre, donc ça se passait très bien et ça nous permettait aussi d'inviter des personnes externes à la faculté et c'est là la grande richesse. Il y avait des médecins généralistes, entre autres, mais il y avait aussi quelqu'un d'expert dans la langue des signes qui voulait montrer comment aborder les handicaps, les personnes qui ont des handicaps sensitifs et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'exemples et des exemples aussi de gestion. Après, il fallait faire une évaluation et l'évaluation, on l'a faite au bout de 5 ans pour dire qu'il y a du positif, mais ça avait le gros désavantage de concerner une catégorie d'étudiants qui étaient ceux qui avaient ce moment de libre pour pouvoir le faire. Et donc, c'était une grosse insuffisance. Et c'est pour cela que l'étape suivante, et c'est celle-là qu'on a commencé cette année, était de proposer une formation pour tout le monde pour combler les déficits. Et on a appelé ça le stage de complément de compétences. Et donc, en 3e année, en 4e année et en 5e année, sur les 6 stages de l'année, il y a un stage qui s'appelle le stage de complément de compétences, qui ne se passe pas au CHU parce qu'on est conscient qu'il faut le faire ailleurs, qui pourra être amené à s'être pratiqué à différents endroits, mais pour l'instant, pour le démarrage, il se déroule à la faculté, dans des ateliers ou dans le centre de simulation, etc. Et on se met en situation en groupe limité et donc pour aborder ces thématiques. Et le cumul de ces compétences de 3e, 4e, 5e et 6e année nous fera 100 compétences obligatoires pour tout le monde et donc à valider par tout le monde, quel que soit le cursus, sachant que les cursus entre étudiants sont différents puisque il y a des stages obligatoires qui sont la réanimation, la gynécologie, la pédiatrie, l'année prochaine pour nous, la cardiologie, etc. Mais il y a beaucoup d'autres spécialités qui diffèrent d'un parcours à l'autre et on ne fait pas tous la même chose. Et donc là, ça permet d'une part de ratisser plus large et d'autre part d'avoir une formation ciblée compétences et la compétence est annoncée dès le début et donc on a les 100 compétences du médecin généraliste définies actuellement mais qui sont amenées à évoluer avec les évaluations régulières qui sont prévues. On a aussi proposé donc, et validé dans notre conseil de fac il y a 10 jours, et donc là, on va commencer la semaine prochaine la première expérience, les certificats. On avait les diplômes universitaires, mais c'était un format qui n'était pas adapté à tous les besoins. Et donc, notre conseil de fac a validé des formats certificats pour répondre à des formations ponctuelles de week-end, de cours de soir ou de formations progressives, c'est-à-dire un certificat niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans une thématique donnée, et ainsi de suite. Et cela permettrait d'impliquer aussi des intervenants internes et externes en collaboration. Et donc, tout cela nous paraît utile. Le format DU intéressait une catégorie, mais ne couvrait pas les besoins. Et cela, c'était un constat qu'on a tous établi. Et donc, j'espère que ce format certificat se passera très bien. D'abord, c'est pas cher. Et les étudiants en fin de formation qui veulent s'inscrire dans ces certificats ont cet obstacle-là, on en est conscient, ils n'ont pas encore de revenus constants ou suffisants, et d'une part. D'autre part, ils ont besoin de formations ponctuelles, précises, ciblées, et donc ils n'ont pas forcément besoin de tout le diplôme universitaire alors qu'ils ciblent une compétence donnée. Et donc là, on peut l'apporter et ça, donc on va voir ce que ça va donner. Le dernier élément qu'on a abordé dans la commission pédagogique, puisque j'ai eu la chance d'intervenir avec vous l'année dernière et j'ai essayé de rapporter le maximum de remarques
à partir de nos discussions, et la commission pédagogique était très sensible à tout cela, et donc ce sont des résolutions qui viennent de ces discussions, on a décidé qu'en 6e année, on commencerait les séminaires complémentaires qui y étaient initialement prévus dans la réforme des études médicales, mais qui n'ont pas pu voir le jour parce que cette réforme a été stoppée suite à la grève des étudiants. Et l'une des revendications des étudiants, c'était de stopper tout cela. Ils voulaient, parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans le processus, ce que je comprends, il faut impliquer tout le monde, ça c'est sûr, mais c'était un dommage collatéral d'arrêter ces formations en 6e année, et sachant que ces formations ciblaient des compétences qui sont des insuffisances décelées au cours du cursus initial, c'est-à-dire la formation en diététique nutrition qui est largement insuffisante au cours des 5 années, c'est-à-dire la formation sur la contraception et le conseil pour donc la femme en âge de procréer avec toutes ces dimensions, c'est-à-dire aussi toute une formation sur la vaccination qui ne peut pas être enseignée en cours de pédiatrie en 4 heures et pour laquelle il faut une formation ciblée pour laquelle on vient de façon dédiée, concentrée sur cet aspect particulièrement. Et donc, on a décidé que cette année, on démarrerait cette formation-là sans attendre qu'elle soit officielle et on l'a officialisée entre guillemets à l'échelle locale en la rendant obligatoire pour tous les étudiants de 6e année et en l'organisant de façon à ce qu'elle soit faite en parallèle avec les stages puisque l'année de 6e année c'est des stages toute l'année et on a donc décidé de libérer les étudiants de 6e année une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines à partir de 14 heures et de faire un cycle de formation pour combler ces insuffisances. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on peut aborder, mais je me limite là pour le temps et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur Saleh. Donc, quelque part, les entrevues qu'on a eues l'année dernière ont peut-être stimulé certaines décisions à être rapidement concrétisées sur l'équipe. Enfin, c'est super. La formule certificat, je pense que c'est une innovation. Vous allez être probablement la première faculté publique à faire ce genre de… Oui, et à l'échelle université, puisque quand on raisonne université, on a 13 institutions à l'échelle de l'université, et donc le modèle qu'on a proposé et validé vient d'être proposé par le président d'université dans d'autres domaines, dans l'ingénierie, dans d'autres. Et donc, c'est le partage d'expérience entre les disciplines. Super. Très bien. Donc, voilà, donc on a eu l'avis des académiciens avec des choses qui se font, des petits pas, mais qui sont énormes par rapport à la rigidité ou au blocage des réformes qui étaient en cours. Donc, passer la parole aux étudiants. Habiba. Pardon. Shafiqa, à toi la parole. Non, c'est bon. Habiba? Oui. D'accord. Donc, autant qu'étudiante en 6e année, comment vous voyez cette réflexion? Alors déjà, je suis très surprise d'entendre ce qui se fait à la faculté de Marrakech et Fès, parce que justement, quand j'ai réfléchi à la chose et à ce qui manquait dans la formation, justement, ce sont des choses que j'aurais voulu voir implantées, surtout en 6e année. Tout ce qui est formation sur les compétences qui sont non techniques, tout ce qui est accompagnement vers la communication avec les patients. On se retrouve dans des situations difficiles et on se rend compte qu'en fait, on ne nous a jamais appris ça. Certes, avec la nouvelle réforme, on commence à enseigner la communication en première année, mais en fait, on nous enseigne la communication comme un module sur lequel on est ensuite évalué et qu'on nous enseigne sur des diapos, etc. Donc, plutôt transformer ça vers des formations pratiques et qu'on pourrait commencer, par exemple, de manière assez légère et fluide en 3e année quand on commence nos stages d'externat pour justement apprendre à appréhender le patient, à communiquer, pour aussi faciliter un peu la transition parce que justement, on se retrouve dans un secteur
qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Ça peut être choquant, ça peut être frustrant, on se sent impuissant. Je me rappelle qu'en troisième année, j'ai vraiment été dans une sorte de panique un peu. Et je crois que justement, pour échapper un peu à cette panique, on va vers la froideur, on essaie de se désensibiliser et je crois que c'est dommage. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une image de médecin un peu froid après. Donc, commencer un peu dès la troisième année, une sorte d'accompagnement un peu. Et puis, en mettant en place des formations qui sont plutôt pratiques, des jeux de rôle, un peu de simulation, des mises en situation, je crois qu'il n'y a pas mieux. C'est pas des compétences qu'on apprend sur des polycopes et auxquelles on donne une connotation de module avec examen, etc. Donc, plutôt faire sortir de ce cadre-là et les mettre en place peut-être en début de semestre pour ne pas avoir justement ce problème comme je crois qu'on a parlé de la faculté de médecine de Fès, où ce n'était pas tout le monde qui pouvait avoir accès à ça. Donc, commencer à un moment où les étudiants sont encore soit de retour de vacances, etc., et que c'est encore léger au niveau de l'emploi du temps. Et ensuite, pour les années plus avancées, en sixième, en septième année, vraiment avoir le genre de formation qui va nous impliquer à la mise en place d'un cabinet, à la gestion des équipes, que ce soit une équipe de cabinet ou justement apprendre à gérer l'hôpital, apprendre à travailler avec d'autres personnes, à gérer son stress, tout ce qui est compétences non techniques. Je crois qu'il y a vraiment ce besoin, il y a ce manque. Et pour finir, j'aimerais juste revenir sur le point de l'image de la médecine générale. Je crois qu'on nous donne une image, qu'on nous transmet une image assez fausse. Et ce serait vraiment bien d'avoir ce contact justement avec le monde des médecins généralistes au niveau du privé pour justement savoir le genre de débouchés qu'on pourrait éventuellement avoir, le genre d'options, être mieux informé. Je crois que c'est primordial. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour et merci. Merci Habiba. Donc, je cède la parole à Mohamed Qassimi. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier particulièrement professeur Sebane et professeur Sqli. Vous m'aviez énormément facilité la tâche pour m'exprimer sur ce sujet. Alors, en tant que commission nationale, nous sommes très, très conscients que la médecine générale constitue la base du système de santé. Il y a un vrai déséquilibre qu'on vit à cause du détournement de la mission du médecin généraliste et ceci se passe en double vecteur et je m'explique. Le premier vecteur, c'est les professionnels de santé et les étudiants en médecine, les médecins, eux-mêmes dans leur perception de l'importance de la médecine générale. Le deuxième vecteur, c'est relatif à la perception de la grande population et qui dépend du premier vecteur éventuellement. Pour reprendre cette valorisation, je me pose une première question, c'est est-ce que ces médecins généralistes sont formés pour relever ce défi d'être piliers de la structure sanitaire ou du système de santé? Parce que personnellement, la médecine générale me fait peur. La médecine générale me fait peur parce qu'elle est passée d'être la base du système de santé à devenir une spécialité inconnue. Le médecin généraliste, sous le contrôle de mes confrères médecins généralistes, ne sait plus quoi traiter dans le premier temps, avec quoi traiter son spectre de manœuvres médicales, la notion de rentabilité, d'actes et de prise en charge, et les étudiants, évitant toute cette frustration, se dirigent vers la spécialisation, parfois rien que pour se spécialiser. Alors, d'où l'importance de découvrir cette médecine générale très tôt pour diminuer cette frustration, ces inquiétudes et augmenter l'attractivité de la profession, que ce soit vers le secteur libéral éventuellement ou vers la santé publique. Et revenons à ce que je propose pour revaloriser cette profession, cette médecine générale. Alors, nous sommes bien d'accord aujourd'hui que le CHU, les hôpitaux de troisième niveau ne sont plus adaptés pour former les externes en médecine, pour devenir des généralistes. Et ici, il y a un exemple qu'on cite énormément pour illustrer le problème, c'est le carré de White
qui dit qu'à partir de 1000 personnes exposées à un problème de santé, 9 sont admis dans un hôpital, il y a une seule personne qui est admise dans le CHU. Donc, le CHU n'est plus adapté pour être entièrement dédié à la totalité de la formation pratique de l'étudiant. Et également, concernant la disposition théorique de la formation, du profil du médecin généraliste auquel on veut aboutir, la formation aujourd'hui, la formation initiale de la médecine est focalisée sur l'acquisition de connaissances centrées sur l'organe, sont très spécialisées. Au lieu d'être axées sur le développement des compétences, il y a aujourd'hui, on entend de bonnes nouvelles à travers ce que fait le professeur Sbeni à Marrakech ou ce que l'équipe des Canals avec la commission pédagogique de FES ont pris la peine de présenter à travers ces stages de compétences. Alors là, il va falloir axer la formation médicale sur ses compétences centrées sur le patient, sur sa famille, pour aboutir à des médecins généralistes prenant en charge le patient d'une façon globale. Ici, je cite un concept que je viens de lire qui s'appelle le Patient-Centered Education, où le médecin et l'étudiant en médecine avec l'enseignant avec le patient font un certain partenariat pour la formation de l'externe en médecine, pour la formation de l'étudiant en médecine. Alors, il va falloir d'intégrer des compétences psychosociales, non seulement les compétences techniques, mais également les compétences non techniques, parce qu'il y a une grande partie de frustration qui empêche les jeunes lauréats, également les étudiants en médecine, pour choisir la médecine générale, qui revient au manque de compétences professionnelles qui s'ajoutent aux compétences médicales. Je cite ces skills que nous ne nous enseignent pas dans les amphis. Il y a énormément de compétences, la gestion de cabinet, de logiciels digitalisant les dossiers médicaux, particulièrement d'équipes, des finances, de la communication de crise. Énormément de compétences qui font rater toute une carrière parce qu'ils ne sont pas inculqués dès le jeune âge de la formation. Deuxièmement, on revient à la nécessité d'introduire des modules plus théoriques sur la médecine générale dans le cursus de formation. Par exemple, des modules de médecine générale dès la 3e année et puis en fin de raisonnement dans la 6e année, des stages d'externat parce que les stages d'externat en médecine se font exclusivement dans le CHU. Il va falloir introduire un modèle où on peut faire des stages chez les praticiens libéraux, des stages dans la périphérie, mais le souci, c'est de trouver des maîtres de stage, nécessité d'une formation et d'une compensation. Il y a une énorme législation à faire en parallèle. Le troisième point pour finir, c'est avec tout le développement de la science, de la médecine sur plusieurs niveaux, il s'impose aujourd'hui une initiation de la réflexion qui est déjà commencée à travers la réforme du 3e cycle sur la spécialisation en médecine générale, la spécialisation en médecine de famille. Il faut considérer la médecine générale comme une spécialité transversale à part égale des autres spécialités. Et il y a une proposition qu'on a vue commencer en Tunisie, en France, aux États-Unis, de travailler sur des collèges de spécialité, et particulièrement des collèges de médecine générale, en tant qu'instance réglementaire qui permettront de mettre en relief ces nuances entre la médecine générale, qui a sa part particulière, et également avec toutes les spécialités en parallèle. Alors, je réaffirme qu'aujourd'hui, on parlait de la rupture du travail sur le 3e cycle des études médicales, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec toute la bonne volonté sur l'introduction progressive et d'une façon plus institutionnalisée de ces compétences de la médecine, de la spécialité de médecine de famille, médecine générale dans le cursus. Et aujourd'hui, nous avons toute la chance d'avoir un réseau de doyens, des ministères qui sont à l'écoute et avec lesquels on va faire un très bon boulot, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Merci à vous, Sir Qassemi. C'est impressionnant de l'analyse du système de santé ou des réformes des études médicales, mais le carré de White, c'est l'introduction des concepts de médecine générale ou des approches probabilistes et autres. Donc, tout en sachant que, le docteur Sqelli, les étudiants les représentants des étudiants ont une grande responsabilité par rapport à orienter le cursus de base vers une médecine générale ou vers
vers une spécialité. Donc, il y a peut-être un contact, comme tu l'as dit, à mettre en place très tôt pour qu'on puisse faire connaissance ensemble et pouvoir aller de l'avant. Par rapport à... Pardon, mais moi, je trouve aussi que ce qui est bien et ce que donc, je viens de constater, c'est qu'il y a une prise de conscience sur l'importance d'adapter la formation et aussi donc de faire des formations sur les compétences non techniques parce qu'on est tout le temps focalisé sur tout ce qui est expertise clinique, alors que les compétences non techniques, elles sont très, très importantes dans la pratique de première ligne. Et ça m'a fait plaisir donc de voir qu'il y a une prise de conscience. Exactement, une prise de conscience réelle. Si je me permets de faire un petit follow-up, c'est l'obligation aujourd'hui et la priorité, c'est non seulement de faire des expériences pilotes dans des facultés énumérées, mais d'institutionnaliser ces concepts dans le fond de la formation initiale des étudiants en médecine pour que tout le monde ait cette opportunité de bénéficier de cette formation pour qu'on ait des vrais médecins généralistes en fin de compte qui pourront traiter éventuellement la société. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous avez soulevé pour moi donc 2 points qui sont très importants, à savoir la perception des étudiants de la médecine générale, et ça c'est très important, c'est un point sur lequel il faut se focaliser. Et vous avez soulevé également un autre point, donc pour les stages donc, effectués au niveau des stages ambulatoires, au niveau donc, du secteur privé ou bien public, c'est qu'il y a une absence de maître de stage parmi les généralistes. Et ça aussi, moi je trouve que c'est un point qui est très très important à soulever. Moi, je rajouterais un point que Habiba a soulevé, c'est que effectivement, même s'il y a une introduction de certains modules qui semblent être innovants, tels que la communication dès la première année ou la troisième année, je ne me rappelle plus. Première année, voilà. Et sauf que la communication est enseignée en mode amphi et plénière, alors que c'est vraiment un module qui serait plus adapté en étant pratique et axé sur des situations concrètes et réelles. Donc là j'ai beaucoup apprécié. Et puis, ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'elle est surprise de ce qui se passe face ou Tanger. Et là, je rejoins Sir Qassemi. À la SSMNA, effectivement, on a pris 30 ans de retard. Peut-être que Marwan va rajouter à ce chiffre une autre décennie ou là. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre au même niveau toutes les facultés de façon institutionnelle et que ça ne soit plus que des expériences pilotes rentrant dans la marge de manœuvre pédagogique des facultés. Et moi, je suis très contente. J'ai une bonne nouvelle à partager avec vous aujourd'hui, avant de quitter, c'est qu'aujourd'hui, on vient de finaliser le travail sur des commissions qui étaient initialement dans la théorie créée, mais on va les activer. Ce sont des commissions entre les directions régionales de santé, les doyens des facultés et l'ordre des médecins pour travailler exclusivement sur les stages de santé publique pour travailler pour que les stages de CHU soient délocalisés vers les hôpitaux de périphérie et également, si c'est possible, vers les cabinets des médecins généralistes et spécialistes. J'espère que dans cette approche participative que tu as décrite tout à l'heure entre enseignants, étudiants et patients, j'espère que dans cette approche participative, il y a aussi des généralistes du public et du privé qui sont impliqués dans ces commissions, mais je ne sais pas. Mais à quel point l'ordre peut être une institution adaptée à ce genre de réflexion. Mais voilà, on va voir.